Madame, Monsieur, bonsoir. Ce mercredi 14 janvier, le Maroc entre dans l'an 2976 du calendrier Amazigh. Alors, en mon nom et au nom de toutes et tous, ici à Médien TV, à Gassam Barki, Felaoul. Depuis 2 ans, Yennayer, donc le nouvel an Amazigh est devenu jour férié national payé sur décision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un symbole fort que de reconnaître officiellement que l'identité marocaine est plurielle, comme le rappelle notre Constitution. Et en juillet dernier, le Maroc s'est lancé un pari inédit, traduire plus d'une centaine d'années de textes juridiques en amazigh, et ce d'ici 2034. Un chantier colossal pour transformer enfin la Constitution en réalité vécue. Yennayer, ce n'est pas qu'une fête, mais derrière la célébration, il y a un défi. Il faut savoir qu'un Marocain sur 4 parle amazigh, mais à peine 1,5% maîtrise l'écriture de cette langue parlée, ce que l'on appelle le tifinagh. Alors comment transformer cette reconnaissance politique en réalité quotidienne? Il y a une feuille de route qui a été annoncée par le gouvernement, quid de son évolution? Car à l'école, à l'administration, encore dans les territoires enclavés, Yennayer aujourd'hui, ce n'est pas le passé qu'on fête, c'est la place qu'on décide enfin de donner à cette mémoire ancestrale au cœur du Maroc d'aujourd'hui. J'accueille pour le débat ce soir l'historien et anthropologue Mustapha El-Kadiri. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. J'ai également le plaisir d'accueillir un membre du bureau exécutif de l'AMREC, Yassine Akhriat. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. Et nous avons aussi avec nous un autre académicien. Il est enseignant-chercheur à l'Université Mohamed V de Rabat, Ali Lihri. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous également. Merci. Alors, messieurs, tout d'abord, un mot sur cette célébration. Il faut dire que le calendrier amazigh est plus ancien que Rome. Professeur Kadri. Je confirme. Alors, qu'est-ce qu'il signifie par rapport à la terre, déjà? Déjà, ça nous donne un indice sur la notion de la mesure du temps, des saisons. L'agriculture est l'origine, en quelque sorte, de la première, et elle restera toujours la première activité humaine, puisqu'il s'agit de la nourriture. Et ensuite, il fallait que les gens... Mais que représente justement Yennayer, donc cette saison-là, cette période de l'année dans le calendrier agricole? C'est la fin d'une année et le début d'une autre, en plein liali, les 40 jours les plus froides. Et c'est un moment où on célèbre la fin d'une année, comme dans toutes les sociétés, et l'espoir qui accompagne l'année à venir. Et c'est ce calendrier-là qu'un certain Julius César avait adopté, puisque jusqu'à ce moment-là, le premier mois du calendrier à Rome, c'était le mois de mars, oui, comme premier mois, pour revenir à Yennayer qui a un sens en amazigh. Tian et Yer, c'est le mois 1, comme on dit aujourd'hui dans notre langage au quotidien. Alors vous avez parcouru les régions du Maroc. Comment avez-vous observé la diversité des rituels de Yennayer, du Rif au Souss, et que dit cela sur la pluralité de l'amazigh, de la culture amazigh? Jusqu'au Sahara et à la savane. Là où il y a l'amazigh, ils le célèbrent puisque nos frères des Touaregs qui habitent jusqu'au Burkina Faso ne le ratent pas non plus. Et c'est on en apprend tous les ans parce que il y a énormément de documents, bien sûr, mais bon, il faut fouiller, il faut chercher. Et puis, grâce aujourd'hui à la célébrité de Yennayer que le mouvement amazigh avait lancé depuis très longtemps, petit à petit, les gens sortent de leurs réserves pour dire nous aussi, nous aussi, nous aussi. C'est-à-dire, même si les gens ne parlent plus amazigh, ils ont gardé le background culturel qui est toujours là, qu'on partage tous sur la terre, ce pouvoir d'assimilation que les Amazighs ont eu sur les différentes populations qui viennent d'ailleurs et qui se sont assimilées, puisque tout le monde s'habille comme nous, tout le monde mange comme nous et tout le monde rêve comme nous. Et à partir de là... Mais quand vous dites nous, on est plusieurs. Non, nous, Amazighs, on parle du Amazighs. C'est pour ça que je vous ai interpellé sur la différence de la célébration. Comment on le célèbre dans le Rif? Est-ce que c'est la même manière qu'on le célèbre, par exemple, chez les Kabyles? Est-ce que c'est la même manière qu'on le célèbre dans le Souss ou dans d'autres régions? Est-ce que chaque région a une spécificité? Si oui, d'où vient-elle? Ça vient des produits de chaque terroir. Très bien. C'est pour cela que cette diversité, justement, le manger... En principe, ce n'est pas qu'un seul soir, c'est des repas sur 3 jours. Et que petit déjeuner, déjeuner et dîner, c'est une période où les gens
arrêtent leurs activités agricoles habituelles ou commerciales ou économiques d'une manière globale. Et chaque jour est consacré à un repas particulier, à des produits particuliers en fonction. Alors si sur la côte le poisson par exemple existe, moi je découvre que chez les Bni Zerwal dans les Jbala, ils ont inventé une recette extraordinaire, le beignet à la sardine. Oh. Pour le Naïr. Alors je dis, on en découvre tous les jours, chaque année. Maintenant, on a des documents qui sortent comme ça, ou des témoignages sur des choses qui ont eu lieu. Certaines continuent encore, d'autres ont disparu. On redécouvre nos Haja d'Israël qui sont dans le Rif et qui ont un parler légèrement différent et qui ont une festivité qui s'appelle le Bachir, qu'on retrouve normalement à Ashura, ailleurs, à Gulmima ou Dain Tashur, à Tiznit et Machar. C'est-à-dire, on a des célébrations, et tout cela, ce sont des indices un petit peu qui se complètent, mais en tout cas, il n'y a pas un seul groupement humain au Maroc et en Afrique du Nord qui rate ce moment-là, et chacun lui donne un nom comme Nayer, Hagouz, Ras L'Am, Yitzougas, etc., etc. Donc c'est fabuleux que les Marocains, en tout cas, redécouvrent quelque chose qui est ancré en eux, qu'ils croyaient quelque chose lié à une superstition, ou certains ont voulu oublier parce que, au nom d'une certaine modernisation à outrance, et puis finalement, ils retrouvent eux-mêmes, leur soi-même, à l'intérieur d'eux-mêmes, d'une manière normale. Ce n'est pas quelque chose d'imposé et personne n'est obligé de le faire puisque tout le monde a hérité ça dans le milieu familial. Il y a d'ailleurs fête nationale, donc, depuis cette décision royale, comme je l'évoquais dans mon introduction, après des décennies de plaidoyer, Sinariat. Oui, effectivement, je rebondirai sur ce que vient de dire le professeur Kadri, c'est-à-dire c'est une réconciliation des Marocains avec leur identité. Et ça a pris son temps. C'est une compilation d'événements, de pratiques et bien sûr de plaidoyer qui a lui-même grandi avec le temps, évolué, je dirais bien, qui a pris son temps également pour se construire lui-même et donner un sens. Ces événements, ce sont des événements phares qui nous ramènent bien sûr à une réalité, la réalité de notre territoire, notre ancrage à notre terre et bien sûr un certain nombre d'éléments qui peuvent jaillir, c'est-à-dire le respect de la terre, le respect de la nourriture, le respect de la vie dans ces territoires, dans leur diversité. Les territoires sont divers, donc les pratiques sont diverses et bien sûr le plaidoyer lui-même a pris son temps. Il a commencé à peu près une cinquantaine d'années. Nous sommes à peu près à 58 ans de plaidoyer dans ce sens. Donc on arrive à peu près à 6 décennies de plaidoyer. Et quand on arrive, après 6 décennies, à avoir ces pratiques, à avoir ces discussions ici même dans votre plateau, c'est quelque chose qui est relativement formidable parce que ce ne sont pas la même chose partout dans le monde. Alors, le plaidoyer nous a permis d'arriver à avoir une réconciliation avec ce chiffre, le 1976, qui, bien sûr, il est ancré dans l'histoire du pays, l'histoire du territoire, d'Afrique du Nord, dans son ensemble, mais également la société civile a constitué, bien sûr, un argumentaire qui a commencé déjà par la reconnaissance de la langue, la reconnaissance de l'identité, mais à travers également les pratiques culturelles associées à cette culture, notamment le Eid Naïr et les festivités de Eid Naïr. Ces festivités sont diverses, comme l'a évoqué le professeur Kadri, et là, on retrouve bien sûr que le travail qui a été fait par la société civile, dans son ensemble, sur tout le territoire, avait toujours pris ce moment comme étant un moment charnier, un moment très important pour avoir un petit moment de répit également d'évaluation des politiques publiques. Il y a une feuille de route qui a été annoncée, où en est-on? Alors, si on arrive à la feuille de route... En 25 points, puisque nous y sommes. Peut-être, je vais finir juste le tour de table sur la célébration et puis on entre dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse, qui intéresse aussi toute cette communauté qui nous suit et que le sujet intéresse et qui aussi a participé à ce plaidoyer, qui défend aussi certaines positions. Avant, je me tourne aussi vers professeur Léry. Vous êtes enseignant-chercheur et est-ce que, selon vous, bon, au-delà du fait que ce soit aujourd'hui une fête nationale, comment cela a réconcilié aussi cette communauté ces communautés amazirs avec leur identité qu'ils n'ont jamais reniée, mais qu'ils ont toujours défendue, donc on entend des moins.
Mais il se trouve que la réconciliation de l'État marocain donc avec la mazérité remonte un peu plus loin. Ça a commencé, on va dire, avec l'officialisation de Tamazir dans la Constitution de 2011, quelques années plus tard, soit en 2018, à moins que je me trompe, 2019, mai 2019 Septembre. Septembre. Donc, cette consécration du jour de l'an Amazir comme jour payant et chômé nous a permis de nous réconcilier, nous autres Marocains, avec une partie de nous-mêmes. Et Dieu seul sait à quel point donc, ces fêtes qui, il y a quelques années, étaient, je dirais, marginalisées, voire interdites. Aujourd'hui, c'est tout l'État, ce sont toutes les institutions qui se mobilisent pour le célébrer. Et à voir de nos jours des jeunes garçons, des jeunes filles avec les tenues amazir autour, ils renouent autour de plats divers et variés, tous, pour reprendre M. Kadri, issus de terroirs, avec un ensemble de légendes sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Personnellement, j'en suis fier d'une manière juste incroyable, et je déplore quand même ces années perdues à nier et donc à renier cette civilisation millénaire. Oui, cette civilisation millénaire, il y a aussi un épisode dont nous parlons pas assez. Il y a eu dimanche la célébration la présentation du manifeste de l'indépendance. Il y a le rôle aussi des Imaziens dans la lutte pour l'indépendance du pays. Est-ce que c'est assez expliqué aussi à la jeune génération dans les manuels scolaires? Selon vous, messieurs, vous êtes 3 académiciens. La question vous est ouverte, hein, donc celui qui veut y répondre, qui prenne... Non, l'école est une autre histoire. C'est là où tout commence. Hein. C'est là où tout commence, justement. Et qu'on enseigne l'histoire avec un grand H. Absolument, oui. Et à travers les menus scolaires qui ont été établis à l'époque coloniale, que ce soit du côté espagnol, du côté français au début, ne cherchaient qu'à dénigrer la population du Maroc, l'identité du Maroc, la culture du Maroc, au point de faire douter les enfants qui ont été scolarisés à ce moment-là de leur propre histoire et de leur propre culture. Et après l'indépendance, en voulant réparer les dégâts, on en a rajouté d'autres, parce qu'on a développé une certaine vision, comment dirais-je, nationaliste idéologique, beaucoup plus que patriotique. Et ça a causé beaucoup de dégâts parce qu'on a construit un contre-discours colonial, mais qui continue d'une manière idéologique aveugle à reproduire grosso modo un petit peu les constructions coloniales. Et c'est là que le bas avait été blessé, si on peut dire, parce que justement, ce qu'il fallait dire n'a pas été dit, et ce qui a été dit d'une manière où, comme si on faisait de l'histoire dans un espace géographique qui n'est pas le Maroc. On faisait de l'histoire, une sorte d'histoire virtuelle sans espace. Or, toute notre histoire s'est passée dans l'espace, et l'espace, c'est la géographie, c'est le pays, c'est le territoire, c'est l'empire, c'est le royaume. Et les enfants qu'on était et ceux qui y sont encore ont toujours du mal un petit peu à cadrer en croyant que les dynasties viennent d'ailleurs, qu'elles sont étrangères, qu'elles sont conquérantes. Parce que c'est ce que disait le discours colonial, côté espagnol et côté français. Pour leurs raisons qui les regardent, en tout cas parce qu'ils étaient dans leur projet colonial, ça les regardait. Mais continuer ainsi à montrer que non, tout ce qui a été à trait à la civilisation est quelque chose d'exogène, a développé en nous une sorte de mépris de soi en croyant que nous, on ne vaut rien, on n'a rien du tout sous la main, on n'a pas participé, on n'a rien construit. Il y a le narratif aussi qui vient de l'étranger, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des recherches? Bon, j'imagine que depuis, il y a eu des recherches, vous êtes vous-même enseignant-chercheur, professeur Léry aussi, mais il y a le narratif aussi qui a été longtemps porté par l'autre, par l'étranger. Oui, surtout le récit. Il n'y a pas de problème. L'étranger, c'était le colonisateur. Après, tout le monde a repris ce discours colonial, même les étrangers américains. C'est ça. On a énormément de thèses américaines sur le Maroc qui ont eu lieu dans les années 60. Je veux dire, ils ont repris tout le discours colonial autour de beaucoup de mythes et de légendes qui, aujourd'hui, qui sont devenus plus fables que vraiment événements historiques, etc. Donc, maintenant, on commence à se rattraper.
Et Roud, il est là, il a été introduit dans les manuels scolaires du primaire. Et Roud, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas l'homme des Roud, comme on dit, l'ancêtre de l'Homo sapiens, 300 000 ans. On découvre après que peut-être même jusqu'à 700 000 ans, les restes humains qu'on a trouvés dans la carrière Thomas de Casablanca. C'est-à-dire, en tout cas, nous sommes dans un espace où l'histoire est présente et l'archéologie aujourd'hui nous aide encore à y regarder mieux, mais au-delà, même pour les textes qu'on avait déjà sous la main, je veux dire la manière de les lire, la manière de les interpréter, avec une confusion, je vous disais, coloniale et plus tard nationaliste, avec une narration justement qui méprise le territoire, qui méprise la géographie, qui méprise Imaziren, disons-le clairement, parce que justement on croyait qu'ils n'étaient que des habitants des grottes et des cavernes, comme on nous l'a enseigné à l'école, et que beaucoup d'intellectuels reproduisent comme ça, sans réfléchir, ou certains avec qui, quand ils discutent, je veux dire, même dans la discussion de café, ils te répètent une licence scolaire qui est beaucoup plus idéologique que réelle, etc. Mais au moins, ça, c'était au temps du protectorat. Non, même jusqu'aux années 90, madame. Jusqu'aux années 90. Même au-delà. Imazérel, qu'on appelait les Berbères, sans les habitants des cavernes, ils mangeaient les plantes, ils s'habillaient en peau d'animaux, et quoi d'autre? J'ai pas étudié dans ces manuels, et pourtant j'ai fait l'école marocaine. Vous avez de la chance. Oui, non, mais ça aurait été... Vous avez tourné la page. Oui, exact. Très bien dit. Très bien dit, Yassine Akhiat. Alors, vous avez certainement un mot à ajouter là-dessus, et surtout les obstacles aussi qui freinent la transmission du tamazigh dans les écoles et les institutions. En fait, je rebondirai sur la partie que vous avez évoquée, le récit narratif qui a été construit même avant le protectorat, et qui est arrivé avec le protectorat, qui a pris une grande ampleur, qui est bien sûr basé sur la vision et l'optique qui hégémonique, bien sûr, d'un conquérant qui va venir prendre un territoire, il va falloir, bien sûr, jouer sur le moral des gens. Après, bien sûr, ce qui s'est produit, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Khadri, c'est que quand on va aller hors, donc on est arrivé à l'indépendance, mais on n'a jamais pensé à avoir une réconciliation des Marocains avec leur identité. C'était même pas à l'ordre du jour. Ce qui était à l'ordre du jour, c'est de configurer une nouvelle population selon une nouvelle idéologie qui va permettre, bien sûr, de les tenir selon un certain nombre, bien sûr, de variables, qui, bien sûr, c'est basé de la religion, peut-être sur une langue unique et tout. Ça, on le comprend parce que c'est une logique qui a été construite même avant. Monsieur Kadiri, tout à l'heure, a évoqué les travaux des Américains. J'en ai eu certains que j'ai vus, par exemple, à Georgetown ou au Michigan et même ailleurs. Et bien sûr, qui se considèrent eux-mêmes comme étant des études post-coloniales, mais qui s'y basent en principe sur les études coloniales. Et bien sûr, tout ce qui se construit par la suite à travers ces études, bien sûr, il concrétise davantage la supériorité des autres langues, le mépris de la personne qui est porteuse de cette langue et de cette culture amazigh comme étant une personne à la marge, une personne rurale. On ne conceptualise pas que cette personne peut être, bien sûr, dans une position de gouvernance. Il ne peut pas être considéré comme étant, à travers sa langue, comme étant un acteur politique, un acteur décisionnel, avec sa langue et, bien sûr, en harmonie avec sa culture. Et tout cela, ça a pris son temps, et bien sûr, le mépris et le déni par rapport aux porteurs de cette culture s'est construit également avec le facteur de développement. La majeure partie, bien sûr, du territoire rural et même les villes, là où cette évolution de cette culture est la plus présente, ils se considèrent comme étant à la marge parce qu'ils sont porteurs de cette langue et de cette culture. Ce qui a bien sûr été à l'origine de grands mouvements bien sûr d'immigration et avec une perte et une érosion de la langue. Vous avez évoqué tout à l'heure le nombre de personnes bien sûr qui a été recensé avec tout ce qu'on peut bien sûr évoquer comme problème en termes de recensement, mais si le chiffre est bon, c'est une catastrophe. S'il ne l'est pas, c'est une double catastrophe. Vous parlez du chiffre de 25% des Marocains qui parlent amazigh. Au quotidien, c'est ce qui a été évoqué bien sûr dans par le recensement général du HCP. HCP. Et bien sûr, quand on parle de ces 25, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement, bien sûr, pour que ce 25 devienne 26, 27, 28, au lieu de rester sur statu quo et arriver encore par la suite. Alors, pour juger, parce que les résultats du recensement, pour qu'on place les choses dans leur contexte, le recensement est tout récent. Il date de l'année dernière. En tout cas, les résultats ont été affichés ou publiés l'année dernière. Alors,
vous faites bien de rappeler que le gouvernement, il a été appelé par la plus haute autorité du pays, Sa Majesté le roi Mohammed VI, en mai déjà, à prendre des mesures pour concrétiser la constitutionnalité de l'Amazigh. Parce qu'il faut-il le rappeler aussi, l'identité amazigh fait partie, écrite noir sur blanc, dans le préambule de notre constitution datant de 2011. Qu'est-ce qui a été fait? Bon, il faut dire que le délai est court, mais il y a des choses qui ont été faites. Est-ce que selon vous, en tant que société civile, vous êtes donc à la tête de cette association marocaine de recherche et d'échange culturel, n'est-ce pas? Et on est face aujourd'hui à une feuille de route qui a été annoncée en pompe en réponse à cet appel de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Qu'est-ce qui a été fait en ce laps de temps pour ce gouvernement actuel, bien évidemment? En tant que membre de cette association et en tant qu'équipe de travail, nous avons évalué pendant toute la période de ce gouvernement, et même celui qui l'a précédé, en tout cas pour nous, l'évaluation elle s'étale depuis 2011. Bien sûr, depuis la constitutionnalisation jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, tout ce qui a été bien sûr proposé par le gouvernement actuel, qui sera sortant dans très peu de temps. Alors, pour nous, la question est la suivante. Qu'est-ce qui a été fait, selon nous? Le travail qui a été proposé et qui devrait être fait selon la loi 2616 est toujours en retard. À chaque fois, on cumule du retard, surtout que la loi 2616, la loi qui évoque l'introduction d'Amazigh dans l'espace public, dans les secteurs d'activité prioritaires, elle évoque un certain nombre de mesures sur 5, certaines sur 10, certaines sur 15 ans. Celles déjà sur 5 ans, on est maintenant hors date. Elles n'ont pas encore été entamées, notamment par rapport à l'enseignement au niveau vertical et horizontal. Nous sommes encore très loin de ce qui a été demandé. Actuellement, même le certificat du primaire n'est pas encore intégré l'Amazigh, sachant que l'Amazigh a été introduit à l'école nationale en 2003. Nous sommes actuellement dans un retard cumulé croissant. Bien sûr qu'il ne peut pas agir de manière positive sur le retour de manivelle de telle manière à ce qu'on puisse redresser la barre. On est encore très loin de cela. Tout ce qui a été fait actuellement, les effets d'annonce, 1000 enseignants pour l'éducation nationale, c'est ce qui a été proposé actuellement dans le dernier réunion du gouvernement. On a annoncé ça, mais encore on a besoin de combien de 1000 enseignants dans tous les enseignements, que ce soit dans le privé comme dans le public, pour redresser la barre. On est encore très loin. Ils veulent en former 10 fois plus, le chiffre que vous avez évoqué. On parle de la formation de 10 000 enseignants amazigophones. On parle de généraliser l'enseignement. C'est vraiment un objectif très ambitieux de généraliser l'enseignement du tamazigh au primaire d'ici 2026, donc maintenant. En fait, normalement, maintenant, selon je voudrais bien connaître le magicien qui sera à l'œuvre, mais par la force des choses, de manière physique, de manière concrète, on ne doit pas, bien sûr, évoquer les choses de manière fantastique. Ce qui est vrai est vrai, ce qui est possible est possible. Est-ce que l'enseignement de l'amazigh doit être obligatoire ou au choix des parents et des élèves? Je pense qu'on pourrait dire la même chose pour toutes les autres matières. S'il y a option, on doit le faire pour l'ensemble. Pourquoi particulièrement pour celle-ci? C'est là où commence en fait le mépris, peut-être même également l'écart, et on ne voudrait pas utiliser. Mais si on continue bien sûr à avoir ce genre de... Pas le vôtre, mais... Je pose une question. Non, mais bien sûr, cette question est posée d'ailleurs ailleurs. Elle a été posée, était évoquée auparavant. Oui, je sais. C'est pour ça que je la repose aussi il ne faut pas donner du pain béni à des termes, comment dire, des mauvaises langues qui vont dire « Ah, ça c'est la ségrégation, ça c'est le mépris, ça c'est la marginalisation ». En fait, ce genre de récit, on n'en veut pas, parce que nous sommes dans une discussion maroco-marocaine, amazigh ou amazigh. Ceux qui se connaissent dans l'amazigh parce qu'ils le parlent, c'est bien. Ceux qui ne le connaissent pas, ils doivent... Parce que, comme le dit Sa Majesté, bien sûr, on l'a évoqué pas mal de fois, la question de l'amazigh est la propriété de l'ensemble des Marocains, sans exception. Et bien sûr, comme elle est portée par moi-même, elle est portée par vous, par d'autres personnes, parce qu'on la représente tous, quel qu'on soit dans le territoire ou ailleurs. Mais il faut la transmettre. Quels sont, selon vous, les obstacles, messieurs, les obstacles structurels qui freinent la transmission du tamazigh aujourd'hui? Alors moi, je dirais que pour une langue qui a été pendant longtemps marginalisée, il ne suffit pas de l'officialiser pour redevenir vivante. Donc, mais elle est déjà vivante. C'est une langue qui est vivante. Vivante au sens institutionnel du terme. Parce que maintenant, du moment où on l'a officialisé, il a fallu attendre les lois organiques qui allaient définir le processus du caractère officiel de tamazigh. Et puis,
Il a fallu attendre, j'imagine, le deuxième mandat du parti qui était au pouvoir, en l'occurrence le PGD, pour voir publier dans le bulletin officiel une loi organique qui a été concoctée d'une manière. Il n'y a pas de souci. Mais après, vous avez toutes les sorties verrouillées. L'enseignement, c'est incroyable ce qui arrive au niveau de l'enseignement de Tamazirt de nos jours. Je pourrais vous raconter 2-3 choses, pas pour faire rire, mais juste pour dire à quel point ça n'évolue pas et ça se verrouille. Vous avez un cas, parce que pour Tamazirt, l'enveloppe horaire qui lui est assignée, un enseignant de langue amazigh n'a pas à donner cours pendant 2 heures d'affilée. Donc il est censé donner cours pendant 3 quarts d'heure et laisser les élèves donc, à l'autre enseignant pour prendre le relais. Parfois, vous avez un enseignant de l'éveil scientifique ou je ne sais pas, du français qui, entre 2 cours, demande au professeur de Tamazirt de ne pas effacer le tableau. Voilà. C'est anecdotique, mais c'est documenté, c'est avéré. Ça a défrayé la chronique il y a quelques années au niveau de la délégation de Meknès. Ben, il n'y a pas que cela. Il y a autre chose, c'est que normalement, le prof de langue arabe, on parle du primaire, il s'agit d'un prof donc, de français et un prof d'arabe. Donc chaque matière normalement dispose de sa classe de cours. Et le prof de Tamazirt n'a pas de classe. Et parfois, à défaut de la bonne volonté de l'autre prof, le cours de Tamazirt peut ne pas avoir lieu. Il y a pire que ça. Parfois même, les enseignants... Ce que vous dites, en fait, c'est que est-ce que c'est l'école qui ne donne pas son importance à l'enseignement de cette langue dans les classes? C'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... quand vous dites que ce n'est pas verrouillé, c'est-à-dire que c'est de la responsabilité de qui, au final? Alors, de la responsabilité d'abord, et les politiques. Et les politiques, parce qu'on manque de volonté politique et donc d'instance de suivi. C'est assez, on va dire... Oui, non, mais j'en conviens. Non, mais c'est comme, il y a quand même un contraste là-dedans. Quand vous dites qu'il n'y a pas une volonté politique, il y a quand même un contraste dans ce que vous dites. Un exemple concret là-dessus. Il n'y a pas suffisamment de volonté politique. Oui. Il ne suffit pas. Il a été officiel. Parce que le chef du gouvernement actuel, on le sait, défend la mazirité, etc., les activités culturelles, j'irais pour dire qu'il les y a activités aussi du patrimoine amazigh, notamment du sourd. J'irais au point de dire qu'il y a aussi des poches de résistance, pour parler un peu ce langage, pourront décaler de... C'est un anachronisme de parler de poches de résistance comme avant la chute du mur de Berlin. Mais il y a des poches de résistance. Parfois, vous avez l'arsenal juridique, elle est là, et vous avez un directeur qui refuse d'appliquer la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a une insuffisance juridique qui fait qu'il a le droit de transgresser la loi imaginaire. La loi imaginaire, c'est... La Tamazirt est officielle. Mais officielle comment? Et qui veille sur l'application. Alors, je dirais juste un petit truc, parce qu'il ne suffit pas de faire état d'impuissance, je dirais. Moi, je pense que en termes de politique publique, on parle de discrimination positive. Et il est temps, il est temps de faire valoir à Tamazirt aussi, de lui donner droit donc, à cette discrimination positive pour qu'il puisse, pour faire en sorte qu'il ne se teigne pas. Il y a des rapports de l'UNESCO, d'ailleurs, les tout récents, qui prédisent que Tamazirt, entre autres, disparaîtra en péril. Menacé. D'ici 2050. Professeur Qadri, l'amazigh est-elle une langue parlée ou écrite dans sa transmission historique? Si on voit l'histoire des langues, quelle est la langue qui est née écrite? Aucune. Aucune langue n'est née écrite. Toutes les langues se valent après quand les gens décident de la transcrire. Il y a des langues écrites, on ne sait pas comment elles... Si, on sait. Par exemple, quand on parle de la langue des pharaons d'Égypte, c'est les hiéroglyphes. La retranscription orale, c'est une autre histoire. Il y a des chercheurs qui travaillent encore dessus. On sait, c'est mon métier. Est-ce que la transmission phonétique est-elle aujourd'hui vraiment spécifique à l'amazigh ou pas? Date de quand la transcription de la langue française?
Vous voulez dire du latin ou... J'ai posé la question. Il date de quand la transcription? Vous êtes le chercheur, vous l'avez dit tout à l'heure. Bah, c'est votre, voilà. c'est votre spécialité, c'est pas la mienne. Alors, n'inversez pas la chose. J'ai dit toutes les langues s'ovales, c'est-à-dire toutes, ils sont nés orales, ce système de communication, comme celui des oiseaux. Les oiseaux se parlent dans leur langue, n'est-ce pas? Les humains ont inventé, chacun dans sa société, on a des millions de langues sur Terre. Certaines ont disparu, d'autres ont survécu. Et ensuite, on commence par ce qu'on appelle le sacré, qui est à l'origine de la transcription. On a Tifinagh, c'est le premier alphabet, contrairement à ce que disent les Européens, comme quoi c'est les Phéniciens. C'est faux, c'est archi faux que le phénicien soit. Que le cunicuforme de machin, là, entre les deux rivières, comme on les appelle, le croissant fertile, c'est faux. Parce que les Européens ont développé un ensemble, parce qu'ils ont étudié, les Britanniques ont étudié l'Irak, les Français ont étudié l'Égypte, et ils nous ont imposé une façon de voir. Alors que Tifinagh a précédé tout cela. Et on a les gravures rupestres, ils sont sur roche, partout dans le Sahara. On en a même dans le Haut-Atlas. Ensuite, on a les gravures rupestres, des espèces de manuscrits, ce qu'on appelle les scènes de guerre, ou de paysage, ou de géographie, qui nous parlent et qui nous racontent des histoires. Ils sont un peu partout, dans le Haut-Atlas, dans le Sahara, dans la vallée de Dra, un peu partout, chez nous, où on a les traces lisibles, visibles. Mais cela n'arrangeait pas le narratif colonial de le mettre en valeur. Ils sont venus vous détruire. Ils ont essayé par tous les moyens. Ça les regarde, c'est leur logique à eux. Mais notre logique à nous, ce n'est pas de continuer à détruire ou à croire à la construction qui a été faite par... dans quelle langue parlaient les Égyptiens? On a dit l'hiéroglyphe comme système d'écriture. Mais comment parlaient les Égyptiens? Parce qu'est-ce que la transmission a été... non, la langue, la sonorité de D'où la transmission orale, c'était ça ma question. Non. Quand on parle du Tifinagh, est-ce qu'il est... c'est un élément prérequis pour que la langue reste vivante? Ou la transmission orale est plus importante que le Tifinagh? Aussi, une question très importante que se pose beaucoup puisque vous êtes historien et anthropologue, quand est né le Tifinagh? Le premier dieu unique des Égyptiens, il s'appelle Amun, n'est-ce pas? Toutankhamon, n'est-ce pas? Eh bien, Amun, c'est un terme en tamazight qu'on utilise encore aujourd'hui. Sommes-nous l'origine de la civilisation égyptienne? Je dis en grande partie oui. Primo. Secondo, la transmission, elle est là. Je suis en 2026. Je parle comme parlent mes deux voisins et amis. Nos parents nous ont transmis la langue d'une manière spontanée, sans l'écrire. On l'a apprise oralement. C'est pour ça que les gens qui me disent aujourd'hui « je veux apprendre tamazight », je dis « vous vous trompez, oubliez l'école. Et allez en immersion quelque part, et écoutez les gens et apprenez à parler. » Troisièmement... Donc, ce que on disait depuis tout à l'heure, pour vous, c'est-à-dire, est-ce qu'il suffit d'apprendre le Tifinagh à l'école pour parler amazigh? Non. Qu'est-ce qui est, selon vous, plus efficace pour que les gens parlent davantage amazigh? Non, ça, on revient à l'histoire des politiques publiques qui a été abordée tout à l'heure. Les mentalités des gens qui sont dans la décision de la technique administrative. Au-delà des politiques publiques, le gouvernement décide. Mais après, les mentalités, entre les gens qui tiennent les commandes de l'administration et de la mise en œuvre des politiques publiques, qui doivent se remettre en cause parce qu'ils sont obnubilés par leurs idéologies personnelles et parce qu'ils sont anti-amazirs, parce qu'ils ont des idéologies qui viennent d'ailleurs. Ça les regarde. Mais ils sont des agents de l'État, ils doivent s'appliquer pour appliquer la politique de l'État. Depuis 2003, depuis 1994, quand on a introduit ce qu'on appelle les dialectes à la télévision, suite au discours de Hassan II. 1994, le discours d'Ajdir, la mise en place de l'Institut royal de la culture amazigh, l'introduction de l'école en 2003 avec un objectif de 2026, des fois 2023, on n'a même pas dépassé le primaire. Last but not least, mais le mouvement amazigh n'a jamais revendiqué l'enseignement de tamazight de tous les Marocains. Le problème, c'est comment, au nom de quelle loi, un institut parle d'Arija à des enfants amazigrophones en classe, alors que c'était interdit de parler tamazight à des enfants amazigrophones pour les aider à réussir l'école. On est tous passés par ce stade et les traumatismes qu'on a subis, nous, les amazigrophones, à l'école. Je suis le seul dans ma génération à avoir un baccalauréat. Peut-être on est 2 sur 100. Mais ce n'est pas un bon résultat. Ce n'est pas parce que je suis issu d'un petit village et que je suis arrivé jusqu'au bout, comme on dit,
alors que d'autres ont abandonné, mais peut-être ils ont fait de meilleures carrières dans le commerce, dans l'agriculture. Ce n'est pas un critère de réussite. Mais en tout cas, pour réussir l'école, la notion de langue maternelle, les décideurs pensent que la langue d'apprentissage est la langue maternelle. Or, on est parmi les rares pays dans le monde qui méprisent la langue maternelle et qui n'utilisent pas la langue maternelle dans l'enseignement. Mais c'est quoi ces théories pédagogiques, andragogiques que ces décideurs-là mettent en place? Mais nous, quand on révisait, on était à l'internat, quand on révisait entre nous, on parlait en tamazirt. On parlait en tamazirt des mathématiques, des sciences naturelles, des sciences physiques, de l'arabe, du français et de l'anglais. Vous n'étiez pas que deux alors? Pardon? Vous n'étiez pas que à deux l'internat. À l'internat. À l'internat qui captait sur un rayon de 100 km. Non, vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut abstenir pour ne... Vous appuyez un cliché comme quoi les hautes études ont été faites par des citoyens marocains issus de certaines régions et pas d'autres. Alors que ce n'est pas vrai. Nous avons des chercheurs qui viennent aussi du monde amazir. Je parle du pourcentage. Je sais que vous parlez du pourcentage, mais c'est de dire aussi qu'il y a eu des gens aussi qui sont issus de ces régions. Il faut le dire aussi, même Sa Majesté l'a rappelé dernièrement, il y a le Maroc à deux vitesses, il ne date pas d'aujourd'hui, il est là. Ces zones reculées ont donné naissance aussi à des chercheurs, à des penseurs, pas qu'à des commerçants comme vous dites. Non, le commerce, c'est la colonne vertébrale de l'économie. Sans le commerce, il n'y a pas d'échange. Donc c'est un métier honorable et toutes les sociétés doivent être fières d'avoir cet esprit-là, sinon on ne peut pas avancer. Secondo, au niveau de la réflexion, suis-je un rescapé? Parce qu'il a fallu se battre, comme l'a fait la société civile depuis la fin des années 60, les premières associations qui sonnaient l'alerte, attention, on va vers le gouffre. Et puis que les premiers arrivent, ceux qui ont fait des études, qui ont mené la réflexion et la répression symbolique qu'ils ont subie. On a même un historien qui était en prison parce qu'il disait juste que la langue amazigh est une langue comme toutes les langues, y compris la langue arabe. On lui a dit, tu touches à quelque chose de sacré. Il a été condamné à un an de prison. Délit d'opinion. Allez, c'est ici au Maroc, 1980. Je veux dire, d'où on est venu et comment l'esprit... Non, je ne parle pas de l'État, là. Oh, c'est juste comment dirais-je, les seconds coteaux qui se prenaient pour des dieux, des héritiers de Dieu, ou des héritiers de je ne sais pas quoi, et qui légifèrent et qui décident, et qui cherchaient à provoquer une crise profonde dans la société en dénigrant, alors que les gens disaient non, la société elle est là, la langue il se valent, Dieu a créé tout, si vous respectez Dieu, respectez ses créatures, en venant par ce discours-là, et ensuite, mais c'est notre race qui parle de nous. Quand vous dites les traces, c'est le Tifinagh. Juste pour revenir à la question c'est la Koutoubia. Non, je veux parler de la Koutoubia. La Koutoubia, la Kheralda, Hassan, depuis les gravures rupestres, depuis Tifinagh gravé, jusqu'à la Koutoubia, on parle toujours de l'histoire des Imaziran. Jusqu'à Oued el-Makhazin, on parle de l'histoire des Imaziran. Jusqu'à la conquête coloniale et la résistance à l'occupation, on parle des Imaziran. Oui. Et quand on arrive à la résistance pour l'indépendance, on parle de l'histoire des Imaziran. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose de particulier ou des particularités, loin de là. Nous sommes dans un environnement où justement les idéologies malheureusement ont participé à la destruction. C'est pour ça que les pays qui ont essayé d'imiter le colonisateur, en lui montrant qu'ils étaient capables de vivre sans lui, se retrouvent dans des situations très délicates parce que justement, heureusement que cette tradition amazigh profonde a subsisté et c'est ça qui nous donne aujourd'hui la force enracinée pour être à l'aise vis-à-vis de l'avenir et c'est ça qui est fondamental, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de l'humanité. Il y a une tension entre la célébration culturelle et l'effectivité juridique de la langue amazigh. Comment l'analyser et que faites-vous en tant que société civile pour accompagner la généralisation du Tifinagh, notamment dans l'administration et l'espace public? Déjà, la question de la généralisation est une question qui a été réglementée, c'est-à-dire la loi 2616, elle oblige l'État à l'introduire de manière verticale et horizontale au niveau de l'ensemble des administrations publiques et bien sûr tous les services qui sont de prioritaires. Cette introduction, elle a un chronogramme, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5, 10, 15 ans. Sur la majeure partie de ces obligations, nous sommes en dehors de notre chronogramme et bien sûr rien ne se présente bien sûr, les outils et les efforts que présente le gouvernement ne se présentent pas comme étant
sur de bonnes, je dirais même, on ne se prévoit pas d'avoir un résultat optimal dans les 20 prochaines années, tout simplement. Pourquoi? Nous avons l'un des socles les plus importants qui nous fournit, bien sûr, les gens qui vont, bien sûr, assister et accompagner, c'est l'enseignement. Nous avons un retard majoritaire. Sans oublier que l'ensemble des administrations, pour chercher des traducteurs ou pour chercher des gens qui vont accompagner, ils cherchent les gens dans l'enseignement. Donc une érosion, qu'elle soit au niveau des ressources humaines, au niveau des ressources matérielles. Tout à l'heure, le professeur nous a bien sûr évoqué la question de donner un sens et donner comme vous l'avez dit, une représentation positive, une discrimination positive. Nous insistons là-dessus. Après, ça peut être négatif aussi. Bien sûr. La discrimination positive, on l'a vu avec justement mais je vais vous donner la un autre question du exemple genre. Exactement. Donc, si on va sur le genre, alors il y a tout un arsenal qui a été présenté par l'État, qui s'appelle la budgétisation sensible au genre. Pour nous, on plaide pour une budgétisation sensible à la diversité. Bien sûr, tout dirham investi, il devrait y avoir une partie, bien sûr, à moitié, qui va vers la Mazir. Sur tout, bien sûr, tous les secteurs d'activité. Les secteurs d'activité, ils vont de l'enseignement à la santé, à la justice. C'est l'espace public. Et bien sûr, il y a pour nous, selon une société civile, il y a 3 couches différentes. Il y a la partie, bien sûr, de Timitia, c'est-à-dire les signaux, la signalétique, qui, bien sûr, nous baigne dans un espace. Actuellement, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent et qui se posent des questions pour certains. Oui, j'ai compris le premier, j'ai compris le deuxième, c'est quoi le troisième? Et bien sûr, ils se retrouvent avec des Marocains qui leur disent « Ah, ça c'est la Mazir, vous savez le lire ?» Non. Alors, Qui sait le lire? Pourquoi ils ne savent pas le lire? Non, mais qui sait le lire? Qui sait le lire? Ce sont les gens... On parle d'1,5%, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans les chiffres du HCP, encore une fois. Et c'est pour ça que j'ai interpellé, est-ce que c'est une langue qui se transmet par l'oral? Est-ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents, est-ce qu'ils écrivaient Tifinagh? Non, je vais vous donner même un exemple très particulier. Je vais vous donner un exemple très particulier. Là, répondez à ma question. Non, je vais répondre. Je connais l'expression, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Eh bien, c'est Tifinagh. Je vais vous répondre même... Oui, mais vous n'avez pas répondu tout à l'heure à ma question. Si. Il date de quand? Est-ce qu'on a une... on entend parler de Tifinagh? Non, juste répondre à ma question. La question est, bien sûr, elle est légitime. Toutes les questions sont légitimes. Mais je vais vous répondre. Mais juste répondre à ma question, si elle est légitime ou pas. Oui, bien sûr, je vais vous donner la réponse. Oui. Les gravures, c'est 4000 ans. Pardon, on va couper. Les gravures, c'est minimum 4000 ans, c'est-à-dire moins de 2000. Alors, les gravures rupestres, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que c'est du Tifinagh? Oui, les gravures, c'est le dessin et l'écriture. Et l'écriture. D'accord. Mais le Tifinagh, il a quel âge? Tel qu'on le connaît, on le voit aujourd'hui. Au moins 4000 ans, voire 5000 ans d'âge. Selon les spécialistes, pas moi. Les spécialistes, bien sûr, dans l'archéologie. D'accord. D'accord. Je continue. Par rapport à ça, la langue amazigh est passée particulièrement, comme une langue particulière, elle est passée des gravures à l'ordinateur. D'accord? On n'a pas eu Gutenberg. Et ça, c'est particulier. C'est-à-dire, on n'a pas eu le papier, oui. Maintenant, nous sommes dans le digital et ça marche très bien. Contrairement à ce que les gens ne savent pas, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Nous sommes en baigne. Quels gens qui savent quoi? Juste pour qu'on explique aussi. Les gens qui baignent, c'est-à-dire, je vais vous poser une question. Est-ce que vous mais ils savent quoi? Ils savent, c'est-à-dire, on est passé au digital et ça marche. Qu'est-ce qui marche? Ce qui marche, c'est-à-dire déjà la transmission, l'apprentissage, le parler, le verbal, le jargon, bien sûr, pour comprendre. Il y a un grand intérêt, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de pages qui proposent d'apprendre l'amazigh aux gens. Oui. Moi, c'est juste la nuance entre apprendre amazigh et apprendre à lire le Tifinagh, sur laquelle je vous interpelle. On est dans un système de société où la cité, ou la ville, ou même le douar n'existe plus. Donc, actuellement, parler l'anglais, est-ce que je suis en Angleterre pour le comprendre? Non. J'apprends l'anglais à travers un certain nombre de supports, un certain nombre d'éléments. Il y a les médias, il y a les films, il y a la musique, il y a d'autres vecteurs, il y a la lecture. Et bien sûr, je ne peux le décoder que si je connais, bien sûr, l'anglais et déchiffrer un terme. Je ne comprends pas l'anglais, je ne l'ai pas appris en arabe, je ne l'ai pas appris en italien. Et c'est pour ça que, pour comprendre actuellement, dans l'état actuel de nos sociétés, pour comprendre l'amazigh, pour aller, bien sûr, comme disait le professeur Khaderi, il se peut que, par exemple, dans notre société civile, on fait, par exemple, on organise, en fin d'année, on organise des colonies de vacances.
Oui. C'est agréable pour que les enfants, on les rassemble dans un espace qui est beaucoup plus amazirophone, où ils baignent dans cette société. Et bien sûr, ceux qui ne le savent pas transmettent à ceux qui le savent. Et dans cette philosophie d'altruisme entre les enfants ou bien sûr entre les générations, on le voit de manière concrète. Ceci dit, tout au long de l'année, on n'a pas l'occasion d'avoir tout le temps quelqu'un à côté de nous qui va parler. Donc, quels sont les autres vecteurs de transmission ? Nous sommes en 2026. Exact. S'il y a d'autres moyens de transmission, il y a les applications, il y a le jeu, il y a la musique, il y a bien sûr les infos, il y a les médias, il y a la signalétique. Il y a une chaîne nationale qui est en amazigh aujourd'hui. Selon la loi 26/16, toutes les chaînes nationales doivent avoir l'amazigh. Sur ce plan-là, c'est une obligation réglementaire et on doit l'avoir partout. Ce qui se passe maintenant, en fait, c'est que les obligations réglementaires, elles sont là. Ceux qui doivent les appliquer sont là, et on attend que les amazigrophones, les Marocains, fassent le lien. Alors ce n'est pas notre job. Ceux qui doivent faire le lien, c'est ceux sur lesquels on a voté, ou ceux qui ont voté, ont voté, c'est-à-dire les élus. Ce sont bien sûr, c'est le gouvernement, c'est l'exécutif qui devrait normalement aboutir sur ce travail de matching entre les obligations réglementaires et bien sûr ce qui doit être fait comme obligation. Je vais vous dire un autre... C'est une question de volonté. Et la volonté nous ramène bien sûr à l'effet d'annonce extraordinaire d'1 milliard de dirhams associé à l'amazigh. C'est une rubrique, sous-rubrique d'un fonds destiné à une administration qui n'est même pas consciente de ce que c'est que l'amazigh et de tout le schéma conducteur. Vraiment, je blâme Mme Rochny, bien sûr, en tant que ministre. Bien sûr, elle est dans la réforme de l'administration. Elle est associée à un fonds qui va devoir accompagner la réforme de l'administration publique. Et à la fin, bien sûr, un retour à la ligne et de l'amazigh et l'introduction de l'amazigh. C'est le nom du fonds. Le retour à la fin. Et quand on voit les rapports, les comptes d'affectation spéciale du ministère des Finances, et quand on voit sur la rubrique du fonds, on retrouve l'exécution du budget de 1 milliard, il est de 20%. Qui, dans la majeure partie de ce qui était exécuté comme budget, était pour la fabrication, bien sûr, et l'impression, je dis l'impression, des signalétiques en majeure partie, et quelque peu d'argent pour la formation des cadres. Alors, si on est en 2026 dans la difficulté d'avoir une ingéniosité et bien sûr avoir assez de créativité pour trouver le lien entre le fonds et l'exécution du fonds, je pense que nous avons un certain nombre de problèmes en management. Et là, bien sûr, ça nous ramène à une chose qui est très particulière, c'est que nous n'avons pas idée, et personne actuellement ne peut vous répondre à cette question, que voulons-nous de l'amazigh ? Il a parlé tout à l'heure, professeur. C'était ma dernière question. 2050. On parlait de 2050. On attend quoi ? On attend quoi pour une politique publique plus cohérente ? Parce qu'on est là, on parle du nouvel an amazigh, mais il y a beaucoup de défis. Mais on les évoque à longueur d'année. Alors en sachant que personne n'en a parlé, il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, quand ça a été lancé en juillet dernier, ce projet assez ambitieux de traduire des textes juridiques en amazigh d'ici 2034, c'est-à-dire déjà de mettre à disposition des textes en amazigh. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Non, ça, c'est facile. Ça, c'est un travail technique. Non, ça, c'est technique. Ça, c'est rien. Croyez-moi. C'est vraiment technique. Et ce qui doit être fait... C'est un chantier colossal. Ça, c'est donner beaucoup plus d'éclairage. Parce que là, on parle d'académiciens, de juristes, de ministères divers. C'est technique. C'est vraiment technique. Ça, c'est très simple. Croyez-moi, avec l'intelligence artificielle, ça, c'est très facile. Croyez-moi, vous parlez à un connaisseur. Et par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure, professeur, 2050, vous savez à quoi elle va correspondre ? À l'an 3000 amazigh. C'est dans 24 ans. C'est dans très peu de temps. Si on a encore ce genre de discussion dans 24 ans, croyez-moi, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini ? La langue et la culture amazigh seront finies. Parce que si les mêmes intrants vont donner toujours les mêmes résultats, les mêmes ingrédients toujours donnent les mêmes résultats. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu de nouveaux intrants et il y a eu les mêmes résultats. C'est-à-dire, même quand ce n'était pas... Vous le disiez tout à l'heure, l'amazigh est parlé dans les maisons de manière très naturelle. Oui. Entre parents et enfants. La transmission est là. Bien sûr. Et ça fait partie de l'identité aussi des Amazirs. Ça, c'est les festivités, ça, c'est notre vie. C'est pas les festivités, c'est-à-dire on parle de maintien. Donc, vous dites que c'est la fin. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Je vous donne un exemple. Moi-même, je suis né à Rabat. J'ai vécu dans une maison où j'entendais, bien sûr, je
jusqu'à l'âge de 8 ans, j'en parlais toujours, cette anecdote, jusqu'à l'âge de 8 ans, croyez-moi, je pensais que tous les Marocains étaient bilingues. C'est-à-dire, il y avait bien sûr une dualité, pas une dualité, mais en fait, ils étaient parfaitement bilingues, avec la Darija et la Mazir, parfait. Jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai eu un petit événement à l'école, et pendant ce moment, j'ai demandé à ma sœur, pourquoi mes camarades ne m'ont pas compris? Elle m'a dit, bonhomme, réveille-toi, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et là, je me suis dit que voilà, il y a des gens avec qui que je côtoie et qui ne connaissent pas tout un pan de leur culture. Et bien sûr, pour avoir le code d'accès à cette culture, c'est la langue, parce qu'elle a tous les clés pour s'introduire et sont dans cette langue. Et ça nous ramène bien sûr à ce long 3000, peut-être dans sa symbolique, dans 24 ans. Si on ne fait rien pour aboutir sur des résultats, je vous le dis, dans 25 ans, 24 ans, on en parlera comme étant un événement préhistorique. Ce fut un temps qu'on parlait à Mazir. Et ça, on ne voudrait pas y arriver. On ne voudrait pas accéder à ce genre bien sûr, d'événements dramatiques. Et on doit faire quelque chose pour aboutir sur l'inverse. Et bien sûr, personne ne va vous répondre à cette question. Que voulons-nous de la Mazir? Est-ce que dans 24 ans, on veut que 75% des Marocains soient parfaitement bilingues? Si on n'a pas d'objectif, on n'a pas de stratégie, donc les moyens que nous associons, nous avons maintenant actuellement, par hasard, nous avons des moyens, 1 milliard. On n'a pas d'objectif, donc on n'a pas de stratégie, mais on doit parler de 1 milliard. Donc nous avons l'outil, mais on n'a pas l'objectif. Trouver la solution. Certains seraient heureux du scénario que vous venez de dire. Et j'imagine, comme vous disiez, vous étiez bilingue jusqu'à l'âge de 8 ans. Imaginez les parents de ces enfants qui vous reprochent d'être bilingues en préférant être monolingues. Bien sûr. Bien sûr. Des Marocains qui nous critiquent parce qu'on est bilingue et nous demandent d'être monolingues parce qu'ils sont monolingues, au lieu de devenir des bilingues comme nous. Regardez comment le monde va à l'envers, sur la mentalité dominante. Et on peut en finir là-dessus, mais ça a changé. Là, ça a changé. Je peux vous l'assurer. C'est que la mentalité a beaucoup changé et ce genre de symbolique du jour de Yennayer, avec tout ce que je vois dans les écoles publiques, avec toutes les festivités, il y a une réconciliation des Marocains avec leur identité. Maintenant, la réconciliation, c'est l'acceptation, c'est le déblocage d'un certain nombre de freins psychologiques, mais ce qui doit être fait sur le plan technique, comme la traduction, d'autres éléments qui doivent être effectués, toutes les administrations. Il y a d'autres exemples. Nous copions sur les mauvais exemples. Merci. Quand on veut copier, c'est vraiment copier sur les mauvais exemples. Merci Yassine Arkiat, merci Ali Lihi, merci Mustafa Qadri, merci d'avoir enrichi le débat ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.